Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, la désindustrialisation de la France de 1970 à 2009. C'est un concept assez flou. On a beaucoup de travail d'économistes, mais peu de travaux des sciences sociales. Je l'ai bien vu quand j'ai fait mon exposé sur la désindustrialisation. J'ai énormément souffert. Donc, un truc très intéressant concernant la désindustrialisation, en 1996, un économiste disait « Pourquoi tant de gémissement ?» En effet, malgré la désindustrialisation, la France n'était pas dans une si mauvaise situation économique. Elle produisait encore de la richesse et donc, malgré la désindustrialisation, malgré la crise, tout n'est pas fini, ce n'est pas la fin du monde et nous allons voir ça immédiatement dans cette vidéo. Alors, c'est parti! Donc déjà, premièrement, le mot crise vient du grec kryosène, qui renvoie à la médecine. C'est le moment important chez Hippocrate, c'est le moment critique. Soit tu vis, soit tu meurs. Il y a une rupture dans la continuité. En effet, il y a une temporalité de la crise. Elle crée sa propre temporalité, sa propre ligne du temps. Elle est là, elle se fait plaisir. Et les historiens ont remarqué que la crise, c'est aussi une construction sociale. Il y a des représentations de la crise, il y a pas mal de choses, un vocabulaire, des représentations, des images qui sont liées à la crise. Alors, comment chiffrer la crise? La part de l'industrie dans le PIB recule, il y a une désertification de certains territoires avec des conséquences sociales. Il y a une évolution aussi dans le tissu économique, il y a deux historiens qui travaillent dessus. Hesiod et Cowie, la désindustrialisation est un phénomène social compliqué historiquement, géographiquement divers et politiquement embarrassant. Alors, quelle réalité de la crise? Alors, la crise de 1973 déjà, c'est le point de départ, c'est la fin des 30 glorieuses liée à la guerre du Kippour, à l'augmentation du prix du baril des pays de l'OPEP. On rationne la production, on augmente de 70% le prix du baril en raréfiant la production, ce qui fait augmenter la facture énergie, ainsi que les prix. Baisse de la consommation, de la production industrielle, chômage, mécontentement qui se traduit de différentes manières. L'historien Jean-Claude Domas va montrer que la facture énergétique va être multipliée par 4 et provoquer un déficit du commerce extérieur en France. C'est le début de la prise de conscience de la dépendance au pétrole. Le pétrole est à la base de notre société industrielle. Plus de pétrole, plus de plastique. Plus de plastique, plus de supermarché. Bon, voilà, et plus certaines poufs qu'on trouve sur Instagram. Mais bref, ça c'est notre histoire. Et on va renforcer aussi le nucléaire. On a un affaiblissement de la croissance, on a des débats entre les historiens qui se demandent si c'est la baisse de la croissance qui est liée à la crise ou juste un retour à la normale. Parce que les croissances qu'on a eues pendant les 30 glorieuses, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal, c'est exceptionnel. Alors il y a des débats aussi entre marxistes et libéraux. Selon les marxistes, c'est un principe d'accumulation qui suppose une mise sous pression de l'économie qui aboutit à une crise permanente. Chez les libéraux, c'est une dimension cyclique, ça permet de purger le système de temps en temps. Alors, on a une temporalité de la crise. Déjà, on a une planification de l'austérité entre 1973 et 1981. Bon, même si des économistes ont nuancé ça, 73, 1994, c'est à peine moins glorieux que ce qui se faisait avant. Donc, au départ, on croit que ça va pas durer. On est tranquille, on se dit, c'est un petit coup de mou, mais ça va bien passer. Mais il va y avoir une augmentation du chômage linéaire entre 1973 et 1997, 1 million de chômeurs en 1975, 1,5 million en 1981. Le langage politique aussi va changer parce qu'on va commencer à prendre des mesures contre le chômage. Par exemple, Jean-Pierre Fourcade, ministre des Finances en 1974, un plan de lutte contre l'inflation, le chômage. On ne répond pas par la demande, mais on assainit les dépenses publiques. On va aussi stopper l'augmentation des prix grâce à cette loi, mais le chômage va continuer à augmenter. Va y avoir une fracture dans la conception politique à droite. Alors on a Chirac qui veut une politique, on va favoriser la relance par une politique, une politique de la relance. Et on a VGE qui est plus sur une politique de stop and go. On réduit les dépenses publiques et après on investit. Le problème c'est que le chômage continue d'augmenter, donc on n'investit pas. Voilà. Mais la crise s'enracine. Donc on a les premiers plans austérité, plan Barre le 22 septembre 1976, et on a dans le langage sacrificiel. On va commencer à se sacrifier, à se dire bon, on va falloir porter l'effort. À gauche, on commence à discuter qui va porter l'effort et tout ça. On va aussi augmenter des taxes. On va mettre des taxes sur l'alcool et l'essence.
On a une petite parenthèse entre 81 et 83. Alors Mitterrand va se faire élire sur l'inquiétude qui règne, il va faire sa campagne à Carmaux, il va rencontrer des mineurs. Hein. Ça a été un petit peu le Florange de Mitterrand. Hein. Il va aller sur un site, je vais sauver la mine. Puis quelques temps plus tard, quand il est au pouvoir, il va rien sauver. Il y a une politique de relance avec un secteur public. On va nationaliser 5 grands groupes industriels, des compagnies financières, des banques, 5e semaine de congés payés, retraite à 60 ans, augmentation du SMIC et des minima sociaux. Loi de Jean Auroux, on prévoit une part du bénéfice dans le comité d'entreprise, un droit d'expression, la création des CHCSCT. Ça coûte beaucoup d'argent et la communauté économique européenne va regarder Mitterrand, elle va lui faire tu rééquilibres, autrement tu sors du système monétaire européen et on va te mettre des sanctions. Donc Mitterrand s'aligne, il nomme Fabius, tournant de la rigueur. Hein. On va quand même augmenter le nombre de fonctionnaires car il y a une décentralisation territoriale. La relance charbonnière, prévue, va pas se faire. On va perdre quand même 15 000 emplois des années 80. La crise dépasse les clivages. En 1995, Chirac est élu sous le principe de fracture sociale, un concept de Marcel Gauchet. Quand Juppé et Madeleine vont voir les finances, ils vont faire non, on va pas réduire la fracture. Hein. Alors là, c'est réforme des retraites. On voulait passer 37 ans et demi à 40 ans de cotisation, réforme la sécurité sociale, fliquer les médecins, fermer des lignes SNCF. Ça s'est fini avec les grèves de 95. Il y a quand même une certaine résistance à ces politiques, même si cette résistance se réduit, comme on le voit avec la réforme des retraites en 2010 qui est passée, malgré que ça a un petit peu gueulé. Donc, en bas là, on va déjà voir un petit peu les effets territoriaux de la désindustrialisation. Alors, c'est pas une réalité uniforme, il y a eu un déni pendant longtemps. À partir de 2004, quand ça commence à bien délocaliser, là, ils se sont réveillés, les mecs. En 67, on a créé la NPE, un secrétariat pour l'emploi qui a été occupé par Chirac. En 74, on crée des comités interministériels pour l'aménagement des structures industrielles. Le but, c'est de répondre au cas par cas. En 81, on fait une mission nationale de lutte pour l'emploi qui sera supprimée en 83. On va faire aussi des allègements fiscaux et on va investir moins que nos voisins allemands. Donc l'industrie française en 2015, c'est 3,1 millions de personnes, 12% d'emplois total. Si on rajoute tout ce qui est indirect, c'est 4,5 millions d'emplois, 160 000 entreprises, 90% sont des PME ou des TPE, 12,4% de valeur ajoutée. Alors, un bassin industriel, c'est un ensemble cohérent, culturel, économique, avec une spécialisation économique qui permet de cimenter la sociabilité, la vie économique. Bassin mono-industriel existant depuis longtemps, certains depuis la fin du XVIIIe siècle. Alors, on va prendre l'exemple de la Lorraine, la sidérurgie qui va participer à la centralité ouvrière avec une apogée entre 1960 et 69, 67 millions de tonnes, la France est autosuffisante, elle exporte, mais ça va commencer à craquer à partir de 63 avec des grèves, puis on va commencer progressivement à réduire la voilure parce que on n'arrive plus à gérer toute la concurrence. Voilà, et il va y avoir une grosse destruction d'emplois dans la Lorraine, ce qui va nous donner lieu à l'expression de social triste, hein, parce que là, ils vont passer pour les perdants. Alors, au niveau des individus, il y en a beaucoup qui ont des soucis, hein, parce que quand les ouvriers perdent leur emploi, ça peut jouer sur leur santé. 20% souffrent de troubles musculo-squelettiques, par exemple, chez les ouvriers. Et ça fait une crise aussi de la virilité ouvrière. Parce que quand c'est toi qui ramènes le salaire, puis que d'un coup, tu te retrouves au chôme du, c'est difficile à vivre. Très difficile à vivre. En conclusion, la désindustrialisation, c'est pas que des fermetures d'usines, c'est plus complexe, ça fait intervenir l'histoire, la sociologie, la géographie, les représentations, c'est pas que de l'économie, c'est pas que les usines, c'est aussi la vie quotidienne des gens qui est impactée. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao!